c'est sur Cocody FM, tous les samedis de 11h à midi. Code RH, c'est votre émission qui vous ouvre l'univers des professionnels de la fonction ressources humaines à travers ses rubriques pour accompagner les jeunes diplômés et les salariés en recherche de nouvelles opportunités dans leurs projets. Code RH, c'est le talk show radio des professionnels des ressources humaines pour décoder les meilleures pratiques des meilleures entreprises. Parce qu'ici, c'est Cocody. Cocody FM. Et nous avons la présence spéciale de Monsieur Guillaume, Charles Guillaume, qui est avec nous sur les ondes des 98.5. Charles Guillaume, bonjour et bonjour. Oui, bonjour Parker et bon anniversaire Parker. Oh, merci. Merci Charles, ça fait plaisir. C'est vrai que depuis un bon moment, on co-anime cette émission ensemble depuis le tout début. Ça fait combien de mois maintenant là? On est abordé bientôt, on va boucler 3 mois bientôt. Wow, déjà? On est en train. Moi je m'attendais à un mois seulement. Hein. Non, ça fait bientôt 3 mois. Waouh, on applaudit ça. C'est pour dire tout simplement que le code RH a fait son chemin et continue de faire son bonhomme de chemin sur les ondes des 98.5. On a eu bon nombre de personnes qui sont venues, bon nombre de professionnels des ressources humaines. Monsieur Guillaume, Eleonore Enda, on a eu Zie Ouattara, Yves Roland, Aliman. Oui, on a eu encore. On a eu au téléphone Monsieur Yoro Séraphin. Très bien. On a vu passer ici Rachel Youant. Qui est avec nous encore aujourd'hui. Elle c'est Mireille Alla. Ah ouais, elle va venir nous parler de choses importantes. Voilà. Dieu merci. Voilà Mireille Alla. Et on dit merci à toutes ces personnes-là qui ont participé à cette émission, nos professionnels des ressources humaines. Et là, on va vous laisser la parole. Donc je disais qu'effectivement on a eu au cours de ces 2 derniers mois dans le cadre de notre programme à faire en ligne du coaching pour 2 candidats. En général ça se passe le dernier samedi du mois où on prend le temps de faire le bilan des sujets que nous avons abordés et puis on appelle un étudiant, un auditeur, un candidat qui a pris la peine de nous suivre en ligne ou sur nos différents réseaux et puis on essaie de décoder, de faire un diagnostic de son CV. On a la possibilité également de l'accompagner pour préparer un entretien d'embauche, un entretien qu'il devrait avoir certainement. Et je veux dire merci là à Rachel Youant qui nous suit, je pense, qui a quelques contraintes. Et ce qui fait qu'elle n'a pas été présente avec nous la semaine dernière. Et nous avons également beaucoup d'autres coachs. Et ce sera le sujet qu'on abordera d'ailleurs tout à l'heure. Le coaching, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est quoi le coaching? Et je profite pour saluer sur notre plateau Mireille Alla, notre spécialiste du crédit. Elle nous avait... Oui, bonjour notre Mireille. spécialiste des prêts bancaires. Oui, alors on est dans une démarche où elle a dit prêt et moi j'ai dit crédit. Mais elle nous a rassuré qu'on pouvait dire les deux. Voilà. Donc, je préfère dire crédit bancaire parce que ça me met un peu moins sous stress. Me met un peu moins sous stress parce que dit prêt, on est comme si on a la main en dessous, n'est-ce pas Mireille? Comme je l'ai dit, les deux se tiennent. Donc, un crédit ou un prêt, je ne pense pas qu'il faut vous mettre la pression pour le mot prêt. C'est la même chose. Alors, moi, je suppose que dit comme ça, parce qu'on est à la radio. Sinon, en tant que banquier, vous êtes exprimé à mettre de la pression. Franchement, nous, on le subit, mais bon, c'est de bonne guerre. Je pense que autant nous, en tant que professionnels, des candidats qui viennent en entretien peuvent être sous pression. Autant quand on va voir aussi le banquier, on a aussi malheureusement un semblant de pression parce que on est souvent tendu par le besoin qui nous a conduit vers vous. On est aussi tendu parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que vous allez nous dire. On ne sait pas qu'est-ce que vous allez nous dire, en combien de temps est-ce que vous allez prendre en compte notre demande, n'est-ce pas? Je pense que tout est
tout est relatif. Ça dépend de, effectivement, comme vous l'avez dit, la position dans laquelle on se trouve. C'est ça. Généralement, quand vous avez un besoin, vous savez pourquoi vous avez ce besoin. Vous allez voir votre partenaire financier. Et en fonction de votre besoin, il est à même de vous donner toutes les informations et de vous faire une proposition qui sera sans stress, je pense. D'accord, ok. Ben, là, elle est en train de me dire de venir à la banque à laquelle elle appartient. J'ai bien compris le message, mais bon, pour l'instant, c'est une invitation. Exactement. Elle veut me détourner de mon banquier actuel. Exactement. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle a aussi pour elle le charme. Voilà, donc pour avoir le grand Charles, elle doit aussi faire tout ça en même temps. Elle doit savoir bien parler aussi, puis savoir aussi le charmer pour qu'il puisse laisser sa banque pour venir dans l'autre banque. Bon, parce que c'est aussi le marketing, hein. Faut savoir parler, il faut savoir séduire. Je pense que il va falloir qu'elle s'y prenne un peu, avec un peu plus de temps, parce que beaucoup d'expérience avec les banques. Pour être honnête, on en parle en off. Alors, je disais d'entrée que nous sommes à la au deuxième passage. Nous enregistrons le deuxième passage de Mireille Alla aujourd'hui pour parler du crédit. D'accord ? Donc, on se demanderait pourquoi est-ce que des professionnels des ressources humaines parlent du crédit ? Alors, la bonne nouvelle, c'est que dans la fonction, nous sommes dans un système transversal. Nous sommes obligés de travailler avec tous nos partenaires RH. Nous les appelons les partenaires RH. Puisque avec les nouveaux systèmes qu'il y a en face pour gérer le staff aussi des entreprises, des organisations, il faut intégrer la bonne compréhension des activités des autres fonctions de l'entreprise. Et c'est pour ça d'ailleurs que le crédit nous a posé question en tant que professionnel de la fonction ressources humaines, d'abord en direction des salariés, mais aujourd'hui en direction des diplômés et des personnes du secteur dit informel. Alors, Mireille, je mets les pieds dans le plat. Dernièrement, quand tu étais là il y a 2 semaines, qu'est-ce que tu peux nous résumer de ce que le crédit ? On a parlé du crédit pour les salariés. Rafraîchis-nous un peu la mémoire. D'accord. D'abord, on a commencer par définir ce que c'était que le crédit. D'accord. De savoir que c'était une mise à disponibilité de fonds. C'est ça. À quelqu'un qui en a besoin pour diverses raisons. Et en retour, lui, sa contrepartie, c'est de rembourser en plus des intérêts. C'est ça. Nous avons parlé du volet des salariés. Tout à fait. Vu dans quelle mesure les salariés pouvaient bénéficier d'un crédit. Et on a ressorti que les CDD étaient exclus malheureusement et que c'était que le personnel en contrat à durée indéterminée qui pouvait bénéficier d'un accompagnement de la banque. C'est bien ça? Tout à fait. Alors aujourd'hui, nous avons comme focus les jeunes diplômés, d'accord? Oui. Et puis les salariés, le personnel du secteur dit informel, d'accord? Oui. On veut comprendre le crédit bancaire, comment est-ce qu'il peut bénéficier à cette cible de la population. D'accord. Et pour ce faire, nous avons enregistré des interviews au trottoir et qu'on va écouter ensemble. Le trottoir réalisé par Andrea, Christiane, et puis on revient sur le plateau. Parker. C'est parti. Bonjour monsieur, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, je suis Céry Jean, étudiant à l'Institut universitaire d'Abidjan, Master 1, Administration des affaires, option comptabilité. D'accord. Alors, Mireille, je pense que nous avons tous perçu la crainte que tout le monde a du crédit. Oui. N'est-ce pas? D'accord. Alors, on a vu un de ces auditeurs là qui a donné une définition du crédit. Il n'est pas à côté de la plaque. Hein? Non, pas du tout. D'accord. Est-ce que tu veux rajouter un élément sur cette définition du crédit, mais du crédit bancaire? Ou bien un crédit, c'est un crédit bancaire. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Un crédit, c'est un crédit bancaire. Il n'y a pas de différence. La différence, puisqu'il s'agit de la cible des étudiants, on parlera du crédit bancaire destiné aux étudiants. Là, il a une particularité.
D'accord. Alors, il a posé une question. Il a parlé de garantie. Qui a même dit qu'il va mettre ses parents en garantie. Bon, alors, je ne sais pas quel parent va accepter d'être mis en garantie. Il y a un aussi qui a parlé de mettre en garantie ses futurs salaires. Est-ce que c'est possible? D'accord. Ce qu'il faudrait savoir déjà, c'est que le crédit bancaire destiné aux étudiants, c'est un crédit qui sert à financer ses études supérieures. D'accord. La caractéristique principale de ce type de crédit, c'est que les taux pratiqués généralement sont assez bas. De quel ordre? Puisque c'est un crédit qu'on va en venir qui n'existe pas en fait sur la place actuellement. Ah, ça n'existe pas du tout? Pas du tout. D'accord. Mais est-ce qu'on peut espérer que ça va bientôt prendre forme? On peut l'espérer parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent dans le paysage bancaire actuellement. D'accord. Donc je pense qu'on peut véritablement espérer que ce produit-là se mette en place. D'accord. Donc, quand généralement le crédit il est accordé, ça a un taux assez bas et le remboursement est différé. D'accord. C'est-à-dire c'est lorsque l'étudiant entre dans la vie active qu'il commence généralement à rembourser ce crédit-là. C'est ça. Voilà. Donc, c'est ça la particularité en fait du prêt étudiant. Ok, d'accord. Donc, alors, généralement, comme vous avez parlé de garantie, comme tu as parlé de garantie, vu que ce sont des étudiants, on ne peut pas leur exiger de garantie. La seule garantie, c'est de pouvoir demain être dans le secteur du travail et de pouvoir rembourser. C'est pour cela justement que ce sont des crédits avec des remboursements différents. Oui, mais il a dit, je veux mettre... Est-ce que c'est le bon terme? Il dit, je veux mettre en garantie. Ça, c'est la première question. Oui. Maintenant, est-ce qu'il est possible de mettre en garantie des salaires qu'il n'a même pas encore eu? Donc, quand il parle de mettre ses parents en garantie, généralement, on appelle cet acte-là un acte de cautionnement. C'est-à-dire qu'il veut que son père ou sa mère, ses parents, remboursent le crédit au cas où lui, il se trouverait dans l'incapacité de le faire. Donc, la question qu'on se pose dans ce cas, au lieu de mettre, de vouloir être cautionné par ses parents, il est préférable que le parent lui-même prenne le crédit directement. Oui, mais il n'a pas envie. Lynn, la responsabilité de l'étudiant est engagée. C'est ça qu'on veut, en fait. On veut faire comprendre à l'étudiant, oui, donc à ce futur salarié-là, qu'il y va de sa responsabilité. Comme les banquiers aiment bien le dire, si tu crois dans ton projet, oui, mais il faut y mettre aussi du sien. Tout à fait. Donc, c'est de dire à l'étudiant, bon, tu crois que tu vas faire ces études-là, est-ce que tu es prêt à y mettre du tien? C'est bien ça? Oui, Lynn, c'est bien ça. Est-ce que Lynn Andrade serait intéressée à un mettre crédit un crédit étudiant aux conditions que Mireille vient de donner, mettre en garantie ton futur salaire? Ben, ça va dépendre. Si par exemple j'ai des projets actuellement que j'ai pas les moyens, je peux envisager un crédit bancaire. Mais est-ce que prendre le crédit bancaire, est-ce qu'on a des taux d'intérêt, savoir est-ce que quand tu prends un prêt à la banque, est-ce que tu rembourses ça par un crédit chinois ou bien tu as pris 50 000, tu rembourses 50 000 francs juste? Alors, Lynn, la banque, quand la banque vous fait un crédit, vous remboursez avec des intérêts. Et ces intérêts-là, comme vous l'avez dit, pour un crédit chinois, ce sont des usuriers. Normalement, on ne peut pas... la législation, il y a le régulateur qui dit quels sont les taux que les banques doivent appliquer en matière de crédit. Et donc, il y a un taux qu'on ne peut pas dépasser. Donc, on ne peut pas vous demander de rembourser à plus de 150% le montant qu'on vous a accordé. Vous comprenez? Généralement, les banques se situent entre un taux de 10 à 15% maximum du montant que vous avez emprunté. Voilà, donc ça dépend de chaque établissement financier, mais c'est de ne pas atteindre le taux d'usure parce que c'est le taux qu'il ne faut pas dépasser lorsque vous faites un crédit.
Donc, quand vous êtes, par exemple, étudiant, comme vous l'avez dit, c'est votre responsabilité qui est engagée. Et en tant qu'étudiant, vous n'avez pas de revenus. C'est-à-dire que si le crédit on se met dans la position où, sur la place ivoirienne, on fait le crédit aux étudiants. D'accord. Puisque c'est votre responsabilité personnelle qui est engagée, donc la seule garantie qu'on vous demande, c'est le remboursement quand vous êtes dans la vie active. Parce que c'est ça seulement qui nous permettra de garantir un retour sur les fonds qu'on vous a prêtés. C'est la seule garantie quand il s'agit de crédit étudiant. D'accord. Donc si je comprends, la seule garantie, je vois que tu veux rajouter quelque chose peut-être. Alors je sais bien, moi j'ai une préoccupation. D'accord. Alors, il y a une préoccupation. Madame Mala a parlé tout à l'heure du crédit étudiant. C'est ça. C'est bien, mais un étudiant, s'il est majeur, ça veut dire qu'il n'a plus besoin de ses parents pour une quelconque, on va dire, prise de responsabilité. Voilà, prise de responsabilité. Oui. Donc, l'étudiant peut être, à partir de cet instant-là, autonome. Tout à fait. S'il advient, par exemple, qu'il contracte un crédit et que par la suite, on va dire, il perd la vie, il décède, qu'est-ce qui va se passer? Le crédit que l'étudiant aura contracté aura servi à financer ses études, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Donc, il faut savoir que tous les crédits, comme on l'a dit ici déjà, tout à fait, sont assurés. Donc, lors de la mise en place du crédit, vous souscrivez à une assurance décès et invalidité. Donc, cette assurance-là, au cas où l'emprunteur décède, où l'emprunteur se retrouve dans l'incapacité, à une invalidité, je dis par exemple qu'il y a eu un accident de circulation et qu'il ne peut plus travailler ou ne peut plus étudier, c'est difficile pour lui, à ce moment-là, l'assurance rembourse le reste du crédit pour éviter à l'étudiant de le faire ou à sa famille si cet étudiant est décidé de le faire. Oui, mais le doyen dit, et il n'a pas tort, oui. Que quand on a 21 ans passés, Oui. l'âge de la majorité, Oui. on devrait être en mesure de prendre soi-même des engagements vis-à-vis de la banque. Tout à fait. D'accord. Mhm. Alors, la configuration de notre problématique, c'est un étudiant qui a 21 ans passés, Oui. qui sollicite de sa banque un accompagnement pour financer ses études. Oui. D'accord. Mhm. Ce serait quelle garantie qu'il pourrait proposer à la banque? Oui. Donc ça revient toujours au niveau de la préoccupation de Lynn. Puisqu'il est étudiant, Oui. il est majeur, sa responsabilité est engagée. C'est ça. C'est pour cela qu'on a écarté la piste du cautionnement des parents. C'est ça. Donc puisque sa responsabilité est engagée et qu'il contracte un crédit pour financer le reste de ses études, la seule garantie que la banque prend dans ces cas-là, c'est le paiement quand il entre dans la vie active. Parce que étant étudiant, il n'a pas de revenus, il ne travaille pas, il y a aucun, on ne peut se baser sur aucun salaire pour lui faire une proposition de crédit. Donc c'est de s'assurer que cet étudiant-là, quand il finira ses études, il pourra aussi avoir un travail. Et c'est justement ça qui justifie le fait que c'est difficile pour les Africains, nous, à notre niveau, de mettre en place ce genre de crédit. Parce que la précarité déjà du marché de l'emploi fait que les banques n'ont pas envie de s'engager sur ce terrain-là. Voilà. Donc, généralement, ce sont des crédits qu'on voit ailleurs dans les pays assez développés parce qu'ils ont une ressource assez stable sur laquelle se baser. Et quand l'étudiant, en tant que tel, finit ses études, il a au moins 95% de chances d'avoir un boulot, d'avoir du travail. Et dès qu'il commence à travailler, automatiquement, il commence à rembourser son crédit étudiant. Oui, j'entends bien ce que Mireille dit, mais moi, ma préoccupation demeure. Oui. Parce que un des étudiants que nous avons reçu nous a demandé, mais il a dit dans l'interview, est-ce que je peux prendre quelqu'un? Oui. C'est pas mon parent. De la même façon qu'on veut construire un immeuble, et puis on prend quelqu'un. On parle de cautionnement, c'est ça? Oui, de cautionnement. Donc, est-ce que cet étudiant-là peut se faire cautionner par quelqu'un qui n'est pas forcément son parent, mais qui croit dans son projet, qui croit que cet étudiant-là, quand il va faire ses études, Oui. il va
l'accompagner, il va les réussir, il va l'insérer et qu'il pourra rembourser. Mais est-ce que la banque peut l'accepter? Un cautionnement pour un crédit étudiant, oui. Franchement, j'en ai pas connaissance. Les cautionnements, généralement, sont pour les crédits pour les petites et moyennes entreprises. Par exemple, une personne qui a une SARL qui sollicite un crédit, puisqu'elle a une SARL, il faut faire la différence entre l'SARL et la personne physique qui détient la société. Et donc, généralement, quand on fait ce genre de crédit à la société, on demande un acte de cautionnement. L'acte de cautionnement qu'on demande peut être l'acte s'il a un associé dans l'entreprise. C'est ça. Voilà, l'associé cautionne en fait ce crédit-là aussi, c'est qu'il est responsable du crédit au même titre que l'emprunteur principal. C'est ça. Mais concernant les crédits étudiants, dans la forme de ce crédit, la nature de ce crédit veut que c'est quand l'étudiant commence à travailler qu'il rembourse lui-même son crédit. Bon, alors, oui, je pense que Andrea a des questions qu'elle a recueillies de certains étudiants. Elle a pratiquement répondu à la majorité des questions. C'est de savoir à quel âge on peut emprunter. Donc, à partir de 21 dans la majorité. Oui. Et jusqu'à combien on peut emprunter? Donc, le montant n'est pas fixe. Le montant est fonction du niveau de fonds que vous avez besoin pour financer vos études. Voilà, donc c'est en fonction. Il y a des études supérieures qui coûtent moins cher que d'autres, mais c'est fonction de votre besoin parce qu'il faudra apporter des documents qui justifient pourquoi est-ce que vous sollicitez ce montant-ci. Donc c'est dans les documents que vous allez produire à la banque en fonction de votre besoin qu'on vous fera le financement. D'accord. Dites-moi, Madame Mala, j'espère qu'on n'est pas dans le virtuel. Parce que moi, je veux savoir s'il y a des cas, ceux dont vous parlez. Est-ce qu'il y a des étudiants déjà qui ont été pris en compte? Ou bien, bon, ça n'existe pas? Ce crédit existe ailleurs, mais pas sur notre place. Ah, voilà pourquoi j'ai parlé de virtuel. Votre compagnie ou pas du tout en Côte d'Ivoire? Pas du tout en Côte d'Ivoire. Selon la recherche que j'ai moi-même menée, d'accord. Je suis tombée sur des banques qui ont appelé ce crédit-là crédit étudiant. D'accord. Mais dans la pratique, on vous demande de donner un bulletin de salaire. Là, ce n'est plus un crédit étudiant. Non, parce que c'est pour financer en sorte la formation continue. C'est-à-dire que la personne est en activité. Elle est déjà salariée. Voilà, elle est déjà salariée et elle a besoin d'un crédit pour financer ses études pour la formation continue. Vous accompagnez volontiers pour pouvoir faire ces études-là. Mais quand il s'agit d'études pures, c'est-à-dire qu'il n'a aucune expérience, il y a un étudiant qui a besoin d'argent pour financer ses études, ça n'existe pas encore sur la place. Merci d'avoir satisfait ma curiosité. D'accord. Alors moi ça m'amène à poser une des questions que j'ai reçues. Alors, l'auditeur me dit que, d'après vous, Madame Ala, financer ses études sur fonds propres ou en souscrivant à un prêt, crédit, qu'est-ce que vous recommanderiez? Lorsqu'on est étudiant, parce que dans l'intervention d'une des personnes interviewées, elle a dit c'est pour ceux qui sont sous contrainte ou donc qui n'ont pas les moyens. D'accord? Mais imaginons un individu qui a de la possibilité. Est-ce que vous recommanderiez qu'il finance ses études comme on finance l'acquisition d'une maison en prenant un prêt ou bien sur fonds propres? Celui-là n'existe pas encore. Il n'a pas même la possibilité de se rapprocher d'un établissement financier pour demander ce type de prêt. Donc, la seule possibilité qui s'offre à lui, c'est le financement sur fonds propres. Sur fonds propres. Oui. D'accord. Donc, si je résume un peu, nos amis étudiants qui
nous font le plaisir de nous écouter, qui ont participé à le micro-trottoir là, malheureusement pour vous, les banques ont décidé de vous exclure comme sont exclus les contrats à durée déterminée. Voilà, donc non, c'est bien résumé, Madame Ala. Ils sont exclus, point. Voilà. Les étudiants sont exclus comme les contrats, comme les salariés en contrat à durée déterminée sont exclus de la politique des prêts des banques. C'est bien ça. Exclure, le mot est un peu fort, je dirais qu'ils ne sont pas encore pris en compte. Parce que ça peut se faire. Bon, alors, on va croiser les doigts. On va croiser les doigts en espérant que ce sera fait. Maintenant, on va parler des personnes du secteur dit informel, d'accord? Tout à fait. On a rencontré des oui, Lynn. Oui, je voulais poser une question. Oui, d'accord, vas-y. Voilà, Madame Ala. J'aimerais savoir s'il y a une différence entre celui qui travaille à la banque, voilà, qui prend un crédit bancaire, et une personne lambda. Est-ce que concernant les taux d'intérêt, est-ce qu'il y a une différence ou c'est le même taux? D'accord. Là, on va encore constater l'exclusion. Voilà. Non, monsieur Charles, on ne parlera La discrimination pas. alors. Oui, hein? On ne parlera pas de discrimination. Okay. Mais comme on est dans le code RH, je pense qu'on va parler plutôt de politique de rétention du personnel. Ah, mais merci de me ramener dans le vif du cœur de l'émission. Oui, vas-y Mireille. Donc, effectivement, dans une banque, vous faites partie du personnel de la banque. Et dans la politique de gestion des ressources humaines au sein d'une banque, effectivement, les taux pratiqués pour les employés au sein de la banque sont différents des taux pratiqués à la clientèle de façon générale. Donc, comme je l'ai dit, on ne va pas caractériser cela d'exclusion, mais on va plutôt dire c'est de la discrimination positive. On va plutôt dire que cela fait partie aussi de la politique de gestion des ressources humaines. Ok, c'est bien. Madame Ala, moi je suis d'accord avec vous, parce que quand on est quand même dans une maison, monsieur Guillaume, vous êtes d'accord avec moi qu'on doit avoir certains avantages quand même. Tout à fait. Liés, on va dire, à la fonction que vous occupez. Exactement. Vous ne pouvez pas être dans une entreprise et puis avoir le même traitement que quelqu'un qui n'y est pas. Exactement. Donc de ce point de vue-là, moi je suis d'accord avec Madame Ala quand elle dit que ceux qui sont au sein de la banque ont un traitement particulier par rapport aux autres clients. Tout à fait. Moi, je partage son point de vue. Oui, il y a Andrea qui veut aussi réagir. Ce que moi je voulais savoir, par rapport à ceux qui sont en dehors de la banque, est-ce que les taux sont fixes ou ils varient en fonction des personnes? D'accord. Concernant les taux, il y a le canevas qui est bien donné, comme je l'ai dit tout à l'heure par le régulateur, qu'il ne faut pas excéder. Et chaque banque, en fonction, pratique les taux appliqués aux différents crédits. Maintenant, en banque, justement, les taux, il est possible de les négocier. Mais le critère principal, c'est la qualité, en fait, du client. Et si c'est un client qui est avec nous depuis très très longtemps, qui a l'habitude de prendre des crédits et qui a l'habitude de les rembourser sans incident, lorsque ce client-là vient à vous demander une baisse une réduction de son taux, ce sont des choses qui peuvent s'analyser et ce sont des choses qui aboutissent. Donc les taux sont fonction en fait des clients qu'on a en face. Mais ça n'exclut pas le fait que tout le monde doit bénéficier d'un taux préférentiel. Donc il faut, si vous voulez, mériter ce taux-là en fait. Ok, alors... Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas du tout d'accord avec. Parce que, je veux dire, quand on prend un prêt à la banque, à la limite même, c'est comme si on était un peu étouffé. Parce que, quand elle parle de négocier tout ça, moi j'ai eu affaire à des banquiers qui la négociation est pratiquement impossible. Voilà, donc quand vous parlez de négocier, moi... Voilà, c'est pour ça que je l'ai dit. Ce langage-là. Voilà, c'est pour ça que je l'ai dit que ces fonctions, c'est au cas par cas. D'accord. Oui. C'est-à-dire que le gestionnaire que vous avez en face de vous n'a pas à son niveau la possibilité de vous faire un taux préférentiel. D'accord. Lui, il a son responsable à qui il va donner l'information
et qui verra en fonction de la qualité du client qu'il a en face de lui s'il a la possibilité de faire un taux préférentiel. Vous comprenez? C'est généralement pour ça qu'on n'ose pas communiquer là-dessus. On se dit, bon, le taux, il est applicable à tout le monde et tout le monde, mais ce sont des choses qui peuvent se faire. Il ne faut pas penser que... Tout à fait. Il ne faut pas penser que la banque est figée, elle n'est pas souple. Oui. Non, la banque est là pour vous accompagner. Il suffit juste de demander. Alors, doyen Leonardo, sur la question de la négociation des taux, comme ça se présente, c'est comme en recrutement. Dans le recrutement, vous avez l'approche qui est l'approche standard. Vous venez en entretien, on vous demande quelles sont vos prétentions salariales. C'est là qu'il faut négocier. C'est ça. D'accord? C'est ça. Donc, en fonction du moment auquel vous êtes recruté, vous avez plus de marge de négociation. Oui. Quand vous venez suite à un appel à candidature, d'accord, pour soumettre vos compétences, naturellement, votre marge de négociation, elle est relativement faible. Quand vous venez faire une demande, allez-vous adresser une demande alors que l'entreprise n'a pas le même besoin, naturellement, vous n'aurez pas de marge de négociation. Mais quand on va vous débaucher, d'accord, quand on dit on a besoin de tel profil, donc on veut vous débaucher parce qu'il y a un poste qui est ouvert, donc qui est vacant, donc il faut qu'on le pourvoie. Quand vous arrivez, vous avez les clés pour négocier. Quand vous dites je veux tel, on va être obligé de s'aligner avec vous. Absolument. Alors, c'est quasiment la même chose dans le secteur bancaire. Sauf que ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'il faut que vous soyez un client qui a beaucoup d'argent, par exemple, qui vient pour un projet qui va nécessiter une mobilisation importante de ressources. Donc, il va engager pour le banquier un certain nombre de risques pour qu'il accepte. Sinon, ça se fait. Moi, je vous le dis parce que dans une autre vie, j'avais un de mes partenaires qui était très fort là-dedans. Lui, quand on dit que le niveau de taux pour tel type de service qui est offert à une banque est fixé, il dit non, ça fonctionne pas comme ça. Oui. Quand lui il arrive, il négocie. Et quand il ressort de là, il a obtenu un nouveau taux. Hein? Il reste pas dans le figé. Donc, toute question aussi de sa surface financière. Mais c'est de ça que je parle. C'est pour ça que j'ai fait le rapprochement entre le recrutement et puis obtenir un prêt à la banque. D'accord? Ça dépend vraiment du moment auquel on sollicite vos besoins. D'accord? Alors, ce que je souhaiterais, c'est qu'on fasse une petite incursion sur les personnels du secteur dit informel, notamment, on va dire, les chauffeurs de Woro, les garagistes, pour parler avec vous de la possibilité pour eux de souscrire à un crédit. D'accord? Quelle est la contrainte? Là, on a vu que les CDD, ils sont exclus. Hein, les étudiants, ils sont exclus. Alors, parlons maintenant de ceux qui sont du secteur dit informel. Quelle disposition, quel dispositif vous, les banquiers, vous mettez en place pour eux? D'accord. Donc, ce qu'il faut savoir au niveau du secteur informel, on parle de secteur informel, on parle d'économie informelle. D'accord. Économie informelle qui est l'ensemble des activités productrices de biens et de services qui échappent au regard ou au contrôle de l'État. D'accord. Quand on dit que ça échappe, c'est pas que l'État n'est pas conscient du fait que ces activités-là existent, mais c'est parce qu'elles ne payent pas d'impôts comme le font les grandes entreprises qui sont légalement constituées, qui paient les impôts sur le revenu, qui paient les impôts pour les salariés et tout. D'accord. Voilà. Donc, ce type d'activité, généralement, ils ont des caractéristiques assez particulières. Ce sont des activités qui sont composées d'une ou deux personnes, voire 5 personnes maximum. Ce sont des activités qui ne tiennent pas de comptabilité, bien précise. D'accord. Vous voyez? Et donc, c'est ce genre d'activité pour la banque
c'est difficile de pouvoir faire un financement. D'accord. Parce que la banque s'appuie sur des éléments comptables. La banque s'appuie sur votre bilan, sur au moins les 3 précédentes années, C'est ça. pour vous faire une proposition de financement. Ok. Voilà, donc ces acteurs du secteur dit informel peuvent bénéficier d'un crédit à la banque, mais il faut qu'elle soit formalisée. D'accord, ok. Pas de souci. Alors, Voilà. donc, Mais cela n'exclut pas ces acteurs-là de l'environnement du dispositif pour bénéficier d'un prêt. crédit, tout à fait. Donc, ils peuvent bénéficier d'un crédit, mais avec d'autres établissements sur la place qui ont pour fonction première de s'occuper de ce genre de marché. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir finalement, Mireille Alla, le crédit bancaire, finalement, c'est du domaine d'une classe réservée. Parce qu'on a abordé 3 cibles. Les salariés, donc qui sont en CDD, qui sont en CDI. Oui. On a abordé les étudiants. On a abordé les professionnels du secteur dit informel. Oui. Qu'est-ce qu'on doit retenir en définitive? Qu'il n'y a qu'une seule frange de la population qui peut bénéficier, c'est les salariés en CDI. Non, pas du tout. C'est pas que les salariés en CDI qui peuvent bénéficier des crédits. Donc, D'accord. comme je l'ai dit, il y a aussi des entreprises qui peuvent bénéficier auprès de leur banque. Et pour les personnes du secteur dit informel, comme je l'ai dit, il faut se formaliser. Une fois que vous êtes formalisé, vous rentrez dans la catégorie des TPE et des PME et vous pouvez effectivement bénéficier d'un crédit à la banque. Mais le fait d'être dans le secteur informel, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne vous exclut pas du processus d'octroi de crédit. Pour cette frange de l'activité économique, généralement, elle s'oriente vers les microfinances. Parce que les microfinances ont la technologie pour justement étudier ce genre de cible-là. Parce que c'est leur cible. C'est sur cette cible qu'ils ont fait basé toutes leurs études et arrivent quand même à maîtriser le risque vis-à-vis de cette tranche des acteurs de l'économie. Parce qu'elles n'ont pas de comptabilité, comme je l'ai dit. Et malgré le fait qu'elles n'ont pas de comptabilité fixe, les microfinances arrivent quand même à leur proposer des produits financiers qui leur conviennent. D'accord. Alors, je vais quand même retirer un petit mot à un de nos invités. Lynn voulait parler. Oui, passe le je vais micro vous à... ramener un peu en arrière. Parce qu'il y a une question qui est venue dans ma tête un coup là. Donc là, je dois la poser. J'aimerais savoir si, par exemple, moi je prends un crédit dans une banque et quelques temps après, je n'ai pas encore remboursé mon crédit, mais quelques temps après, la banque fait faillite et elle ferme. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Le crédit, il est annulé. Oh, les banquiers sont rancuniers. Faut le retenir. Vraiment, pour le cas où la banque fait faillite, là, ce n'est pas de votre ressort. Vous n'êtes pas responsable du fait que la banque ait fait faillite. Mais généralement, il y a un organisme de régulation qui s'occupe de voir un peu tout ce qui se passe sur la place bancaire. Je pense qu'eux, ils prennent la relève à ce moment-là. Si l'entreprise va être liquidée, je ne saurais vous dire franchement exactement comment est-ce que cela va se passer. Mais si l'entreprise est rachetée, l'activité continue. Et donc, vous allez continuer à rembourser ce que vous devez à la banque. Ça. D'accord. Alors, tout à fait. Alors, je vais passer le micro à qui nous a rejoint pour bien prier. Attention à la... Voilà. Alors, Monsieur Nzoré, bonjour. Bonjour, Monsieur Guillaume. Oui, alors, vous nous faites le plaisir. On veut vous arracher juste un petit mot. Alors, Monsieur Nzoré est DRH dans une entreprise de la place.
Il va juste nous dire quel est son secteur d'activité et puis je vais lui poser la question. Voilà, dites-nous. Ok. Secteur d'activité, c'est... Enfin, nous intervenons sur 4 grands marchés. D'accord. C'est un grand groupe de 4 structures. Oui. La première structure intervient sur le domaine du nettoyage industriel. D'accord. Nettoyage purement commercial. Ok. Et la deuxième entreprise intervient dans le domaine de l'intérim. D'accord. Travail temporaire. Ok. Et gestion de main-d'œuvre. Ok. Recrutement pour d'autres entreprises. Placement fixe. La troisième entreprise intervient dans le domaine de l'outillage. Ok. Outillage, gestion des pays, équipement de protection individuelle. Ok. Et la quatrième et dernière entreprise intervient dans le domaine du luminaire. Donc, luminaire. Oui, luminaire, architecture, décoration d'intérieur et tout. Alors nous sommes un groupe de 4 structures. D'accord. Implantés en Côte d'Ivoire, au Petit Angré, Angré 7e tranche. Et voilà, on se développe petit à petit et D'accord. on a pour ambition, bien sûr, de dominer le marché sur les 4 grands segments, bien sûr. D'accord. Alors, ma question là maintenant. Alors, monsieur Nzoré, juste pour vous remettre dans le bain, nous parlons avec Mireille Alla depuis deux émissions maintenant du crédit bancaire. On a abordé l'approche qui concerne les salariés, donc les CDD et les CDI. Aujourd'hui, on a parlé des étudiants et puis des professionnels du secteur dit informel. Alors, ma question, ça concerne justement les salariés qui sont en CDD dans votre entreprise. Est-ce que dans le cadre de votre politique, vous mettez en place un système, puisque les banques leur ont fermé la porte, hein, est-ce que vous proposez aux CDD un dispositif pour que eux aussi ils puissent bénéficier à un moment donné de l'année d'un accompagnement financier? Bon, oui. Il faut voir la chose sous deux angles. D'accord. La première approche, c'est de voir déjà d'orienter la politique de sorte à ce qu'on ne puisse pas être responsable du surendettement de nos employés. C'est ça. C'est très important pour ce qui concerne le rendement et puis l'assiduité du travailleur. C'est ça. Pour l'entreprise. Et la deuxième approche, c'est de voir également comment accompagner l'employé. Donc, on s'est dit tout de suite, pour quelqu'un qui est en CDD, il y a forcément une durée. On essaie d'approcher la question sous l'angle de la durée de son contrat et de voir également à terme quel produit on pourrait proposer et puis quelle approche avoir avec lui de sorte à ce qu'il ne soit pas non seulement comme on n'excède pas sa quantité, bien sûr. C'est ça. Parce qu'on a pour, je vais dire, en vue de respecter la législation en vigueur, on doit respecter une certaine quantité. C'est ça, quantité cessible. Tout à fait. Du coup, il y a cet aspect-là à regarder. Il y a aussi la possibilité pour le travailleur il y a aussi la possibilité pour le travailleur d'entrer, de bénéficier de certains accompagnements C'est ça. de la compagnie. Mais il faut regarder, comme je disais tantôt, la durée de son contrat et puis également le montant demandé. C'est très important. Après, on essaie d'échelonner le remboursement sur une période qui n'excède pas la durée de son contrat. Et puis, s'assurer aussi qu'il soit à mesure d'être toujours présent au travail. C'est ça. Bien. En dehors de tout cela, il y a des possibilités, en dehors même des produits, en dehors de l'accompagnement numéraire, on peut accompagner le travailleur autrement. En début d'année, ou je vais dire en début d'année scolaire, voilà. On peut les accompagner par des fournitures scolaires et tout. On peut faire ça à l'intérieur de l'entreprise, donc en interne, sans toutefois amener l'employé à se rapprocher des banques et puis s'endetter. Après, on n'a pas trop la maîtrise de l'engagement qu'il prend auprès de sa banque. C'est ça. Donc la première maîtrise que l'on peut avoir, c'est de s'assurer que même quand on lui demanderait une attestation d'initiation du salaire, on s'assure que
qu'il soit capable aussi de respecter ses engagements auprès de ça. Tout à fait. Ok, merci de votre intervention. Merci à monsieur. Je pense qu'il reviendra sur un de nos plateaux un de ces jours. Merci. Mireille, là, on va fermer ce sujet et puis on va aborder la dernière étape de notre émission. D'accord. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Quel est le message qu'on peut adresser, un message d'espoir, j'espère, à ces salariés qui sont en CDD, à ces étudiants et puis aussi à ces professionnels du secteur dit informel? Parce que le système bancaire, il est pour tout le monde. D'accord. Dites-nous, quel est le message? D'accord. Le message que je peux donner, c'est que la banque actuellement est en train de s'adapter. D'accord. La banque est en train de changer. D'accord. Donc, c'est sûr que certaines choses qui n'étaient pas possibles avant le seront bientôt. Et je dis même très bientôt. Parce qu'il y a certains services qu'on n'arrivait pas à faire avant sans se rendre à la banque, qu'on peut faire aujourd'hui juste à partir de son téléphone portable. Tout à fait. Voilà, donc c'est pour dire que les choses sont en train d'évoluer. Les CDD seront prises en compte suivant certaines conditions. D'accord. Ça, c'est possible parce que comme on connaît aussi la durée du contrat, on pourra leur proposer à terme des produits ou bien des crédits qui pourront rentrer dans cette tranche-là. Les CDI, d'accord, eux, ils bénéficient déjà de votre soutien. Notre accompagnement. C'est ça. Et pour les étudiants aussi, je pense que le milieu de l'emploi, voilà, c'est le véritable frein actuellement, parce qu'on a beaucoup de jeunes qui finissent leurs études et qui ont vraiment des difficultés à trouver un emploi. Ça, c'est déjà une réalité. Et pourquoi vous ne les aidez pas à avoir un emploi? En faisant quoi exactement au niveau de la banque? Alors, je vais ouvrir une brèche. Je sais que depuis quelques années, les banques recrutent des ingénieurs de génie civil, bâtiment. D'accord. Oui. Parce que l'octroi de prêts à des structures ou à des individus pour construire, devenant récurrent, les banques ont jugé nécessaire d'insérer dans leur dispositif du personnel des spécialistes qui vont s'assurer que quand on donne 20 millions à Andrea pour construire, déjà les proformas qu'elle va nous envoyer correspondent effectivement à ce qui va se faire, que l'état d'avancement du projet va suivre un délai, un calendrier bien précis. Donc c'est un dispositif minimum de sécurité, et puis on donne maintenant les 20 millions même par à coup à Andrea, n'est-ce pas? Alors, mais pourquoi vous ne le faites pas avec les étudiants? D'accord. Concernant les étudiants actuellement dans la banque où j'exerce, il y a un graduate programme qui est en cours actuellement, qui permet d'accompagner les étudiants fraîchement sortis des écoles à avoir une expérience et pourquoi pas à terme être retenus. Donc il y a certaines banques qui ont ce programme-là pour pouvoir faciliter l'accès à l'emploi à certains jeunes. D'accord. Et donc, ça va passer forcément par des programmes internes au sein des banques. Donc, si on n'est pas retenu pour un programme interne d'une banque, on ne peut pas bénéficier de l'accompagnement. C'est bien compris. Je prends bonne note. Je me suis fait fort d'être aujourd'hui l'avocat de ces étudiants-là parce qu'ils ont des vraies problématiques. C'est vrai que sur le marché du travail, il y a des difficultés, mais en tant que professionnel, comme je dis, il y a du travail. Nous sommes des recruteurs, nous avons une autre lisibilité du monde du travail. Les entreprises recrutent. Je passe sous le contrôle de M. Nzoré, comme ici, Yves Roland Alimon était ici, Eleanor Nda était ici, Maïmounon Diarra était ici, Rachel Louand était ici. Il y a du travail. Donc pour participer dans votre rôle d'accompagnement
de la société. Ce serait bien que les banquiers envisagent aussi, comme ils le font pour le secteur du bâtiment, d'accompagner ces jeunes diplômés-là. C'est-à-dire avoir recours à des professionnels du recrutement, de la formation, de l'accompagnement, du conseil, pour que des recrutements se fassent aussi dans les écoles, pour identifier les meilleurs profils qu'on va accompagner pour qu'ils obtiennent du travail. Parce qu'il y a du travail. Donc c'est aussi une façon pour vous d'ouvrir la brèche et de capter un marché, on va dire un marché potentiellement qui existe. Je pense que c'est une réflexion que j'aimais et il y a matière à réfléchir là-dessus, je le dis, et merci d'être intervenu sur la question.